Eric Favre vient tout juste de sortir une nouvelle vidéo intitulée Mindset où il présente la transformation du rappeur Seth Gecko. Dans cette vidéo, je vais analyser cette prépa avec vous et vous dire ce que j'en pense. Let's go! Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nevin, je suis coach et cofondateur de la formation Bayesian France et sur cette chaîne, je vous aide à comprendre comment votre corps fonctionne réellement pour vous éviter toute frustration et vous permettre d'atteindre vos objectifs physiques et psychiques. Il y a quelques jours, Eric Favre a sorti une vidéo où il présente toute la préparation physique du rappeur Seth Gecko et je me suis dit que c'était une bonne idée de regarder ça avec vous. C'est une grosse production où il présente absolument tout ce qu'ils font au niveau de la nutrition, de l'entraînement, etc. Donc regardons ensemble et voyons ce que j'en pense. Je suis tombé face à quelqu'un qui n'est pas fan de moi. Et ça, c'était très important. J'ai toujours eu des gars autour qui ont voulu me coacher, me donner des conseils, mais il reste aussi de vouloir être des potes avec moi. Et ces gens-là, je le sens qu'ils m'auraient pas poussé dans mes retranchements. Voilà, il parle d'un problème qui se pose pratiquement à tous les coachs, c'est d'essayer de coacher des proches et de pas être totalement impartial dans leur approche. Et du coup, il voulait travailler avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas ou avec qui il n'était pas pote pour être sûr d'avoir vraiment quelqu'un à la dure, entre guillemets. Syrah. La petite intro à la Rocky Balboa, petite course sur le pont avec des shots au drone, etc. C'est vraiment de la grosse production. Je m'appelle Stéphane, j'ai 48 ans. Ça fait maintenant 23 ans que je suis dans le monde de la musculation. C'était ma passion au départ et maintenant je suis manager, coach sportif. Il nous présente donc le coach qui va suivre Seth Gecko pendant cette transformation qui s'appelle Stéphane Latuyère. Je ne connais pas Stéphane, donc voyons voir ce qu'il nous dit. Là, c'est la première fois où je suis à 100%. Donc je suis entièrement, moi Seth Gecko, moi Nico, au coach Stéphane. Il vient me chercher. Il y a le training à telle heure, il me dépose mes gamelles. Ok, donc c'est vraiment du coaching haut de gamme. Donc Stéphane vient le chercher, le dépose, s'occupe de lui à 100% dans un cadre qui est 100% maîtrisé pour être sûr que rien ne passe à côté et qu'ils soient sûrs d'avoir des résultats avec la préparation. Là, il n'y a même plus une question de motivation ou quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui tape à votre porte et qui vous emmène à la salle, donc il n'y a vraiment pas le choix. Donc 6 h du matin, cardio. On ne pas devoir, on court sur le tapis. Généralement, les gens prennent un café avant de faire leur cardio. Et moi, on m'a appris à prendre mon café après le cardio. Alors ça, je comprends pas trop. Enfin, il n'y aura pas de différence à prendre votre café avant le cardio ou après le cardio. Souvent, les gens prennent du café avant le cardio parce que ça leur permet de se réveiller et c'est aussi une habitude. Et du coup, ils ont un peu plus d'énergie avant de faire leur cardio. Après, je sais pas trop quel est l'avantage dont il parle sur le fait de prendre son café après. Kevin l'a pris la première fois, il l'a analysé. On a détecté une petite scoliose, des défaillances musculaires dans l'épaule droite, une jambe gauche un petit peu inférieure. Et une fois que Kevin lui m'a fait son retour, moi après j'ai travaillé en fonction pour récupérer déjà tous ces déficits. Donc il travaille avec un ostéo qui fait une espèce d'analyse corporelle de comment il va. Stéphane nous parle de dissymétrie, de scoliose et des choses comme ça. C'est normal, personne n'est symétrique, hein. On a tous des dissymétries, ça fait partie du corps humain. Il ne faut pas rester planté sur le fait qu'on veut absolument avoir de la symétrie tout le temps parce que de toute façon ça sera jamais le cas. Un impédance-mètre qui étudie les défaillances musculaires, la masse graisseuse. Alors il utilise un impédance-mètre InBody, qui est sans doute une des meilleures marques pour les impédance-mètres. Il nous dit que ça lui montre les défaillances musculaires. Alors là, je sais pas trop à quoi il fait référence parce qu'une balance impédance-mètre InBody va donner une estimation de la masse maigre, de la masse grasse, de la répartition des muscles en fonction des bras et des jambes, surtout sur ce modèle-là où vous avez les poignets comme ça. Mais ça va pas lui donner des informations sur des problèmes musculaires qu'il pourrait avoir à un endroit dans son corps. Toujours se souvenir que l'impédance-métrie, ça reste une estimation du niveau de masse grasse. C'est un courant qui est envoyé et en fait le courant traverse mieux les parties du corps où il y a plus d'eau, donc en particulier les muscles plutôt que le gras, et ça permet ensuite avec un algorithme d'avoir une estimation de la masse grasse de la personne. InBody sont les meilleurs peut-être par rapport à ça parce qu'ils ont une banque de données justement qui est assez importante, souvent comparée avec des pesées hydrostatiques, donc sous l'eau pour avoir une meilleure estimation de la masse grasse ou des scanners DEXA ou carrément des IRM ou des choses comme ça. Mais ça reste une estimation. Tout ça c'est cool, hein. Ça peut avoir son utilité, c'est toujours bien d'avoir de la data en plus et de l'information. C'est pas ça qui fait que ça va forcément avoir des résultats par la suite. Donc n'ayez pas peur si vous n'avez pas accès à ça, ça veut pas dire que vous pourrez pas atteindre un physique similaire. Non, on fait du kiff, on décampe. J'appuie pousse par y aller, mais ma voisine c'est Virginie des camps. Pas pris, 22 camps, le monde se divise dans 2 camps. J'allais par l'eau, et c'est Allez, voilà. Allez, 2, ça sent bien. 3. qui pèse, tu t'aides dans un
cercueil en métal. Pour être honnête, la drogue circule en détail. Et ça sous le nez de la police nationale, et c'est l'État qui donne l'aval. On n'a pas trop d'informations sur le training. On voit du développé couché, on voit du curl biceps avec une plate, des fly. On voit qu'il court sur un tapis avec une combinaison. Alors je ne sais pas si c'est de l'électrostimulation en même temps. Pas mal de répétitions partielles. En termes d'hypertrophie, ce ne serait pas forcément ce que je mettrais en avant. Mais bon, vu que j'ai aucune idée du training, je peux pas trop en parler. Bien son arrière des futurs Jonathan Daval. Pareil, on a des tractions avec une petite amplitude. Alors, je connais pas le contexte, hein, donc je sais pas si il a des problèmes d'amplitude ou s'il a des blessures, etc. Donc je parle juste de ce que je vois. Mais c'est vrai que si vous voulez favoriser l'hypertrophie, j'aurais tendance à mettre de l'amplitude totale, quitte à réduire les poids, parce que les recherches montrent que en termes de développement et de croissance musculaire, c'est ce qui marchera le mieux. Ça fait toujours stylé d'avoir des chaînes et de mettre du lourd, etc. Mais pourquoi pas faire de l'amplitude totale et délester en fait la personne pour être sûr de travailler les fibres musculaires sur toute la plage de l'amplitude. Mais c'est vrai que le premier temps, Seth n'était pas habitué à ce type d'entraînement parce que lui, il cherchait vraiment ce ressenti, c'est-à-dire cette congestion que quand on sort de l'entraînement, on se sent gros, entre guillemets. Alors ça, c'est un point important mis en avant par Stéphane, c'est que la congestion et le pump qu'on ressent à la salle et qui a fait d'Arnold une star, the pump. The most satisfying feeling you can get in the gym is the pump. C'est pas forcément l'indicateur premier de la croissance musculaire. Ce qui va vous permettre de développer votre masse musculaire, c'est de mettre en place une surcharge progressive, être sûr que vous progressez à chaque séance, quel que soit l'axe de progression que vous mettez en place. Un truc très important que m'a fourni le coach, tu sais, c'est la balance pour peser la nourriture. Là, on est arrivé à ce stade-là. Ça, c'est un truc que j'avais jamais fait tout seul chez moi quand je faisais mes prépas, quand je me coachais seul et tout. Je suis content qu'ils le mettent en avant, mais c'est marrant la manière dont Seth en parle, comme quoi peser ses aliments c'est un truc extrême et que c'est un truc du futur et que c'est incroyable, c'est un truc qu'il a jamais fait avant. C'est peut-être aussi pour cette raison qu'il a pas eu des très bons résultats avant, je sais pas. Putain, je vais me faire tuer. Je sais pas, je connais pas l'historique du physique de Seth Gecko, hein, je dis juste ça comme ça, peut-être que c'est pour ça qu'il a dû faire appel à un tel engagement en termes de coaching pour avoir les résultats qu'il voulait. Mais ce que je veux dire, c'est que une balance de cuisine, c'est primordial. Si vous voulez vraiment savoir quels sont vos apports nutritionnels, vous pouvez pas juste deviner sans expérience. Moi, j'ai suivi et traqué mes macros et pesé mes aliments pendant plus de 5 ans tous les jours. Et maintenant, je peux me permettre d'estimer plus ou moins la quantité de nourriture que je mets dans mon assiette. Ça veut pas dire que je fais pas des fautes encore aujourd'hui. Et je sais que quand je me prépare et quand je veux vraiment être sec de chez sec, c'est sûr que je vais mettre les aliments sur une balance. Ça prend 2 secondes, c'est juste une petite habitude à prendre, mais ça change tout en termes de résultats. Tu prends conscience de l'importance de tes nutriments à ce moment-là, parce que quand tu as un plat tout fait, tu sais pas faire la différence entre des lipides, des glucides, des pommes de terre, des protéines. Alors que quand tu sépares tout, tu le fais toi-même, bah, tu es obligé un petit peu de t'instruire. Alors là, Stéphane met un autre point important en avant, je pense que c'est l'éducation. Si vous voulez vraiment avoir des résultats, le mieux c'est de s'éduquer par rapport à l'alimentation, à d'où viennent vos calories, vos protéines, vos glucides et vos lipides. C'est d'ailleurs ce qu'on met fortement en avant dans notre formation La Diète Flexible, qui est disponible juste en dessous si ça vous intéresse. Et notre but justement avec cette formation, c'était de donner le plus de connaissances possible pour que les personnes soient le plus autonomes possible et puissent atteindre leurs objectifs en intégrant les aliments qu'ils utilisent au quotidien. De Stéphane, le coach, et c'est 250. Alors là, on a un petit aperçu des repas que Stéphane a mis en place pour Seth. Ça a l'air d'être une diète vraiment hardcore, à mon sens, avec très peu de variété, pas de légumes, ce qui est assez étonnant parce que j'ai l'impression qu'il est plutôt sur une phase de perte de gras, parce qu'il va être sec pour un shoot. Enfin, on va regarder ensemble, on va voir ce qu'il nous donne comme information. Donc il nous ramène des Tupperware tous les jours, c'est Uber Eats. Alors le mec est commandant Uber, et on ramène de la bouffe, c'est le commando Uber Eats. Ok, alors ça, c'est encore next level. Le mec lui fait même la cuisine. Stéphane, c'est vraiment un coach aux petits oignons. Je pense que c'était vraiment un coaching gros budget. Donc, il a dû lui lâcher un beau billet parce que pour faire la cuisine pour tes clients, bah évidemment, vous pouvez vous imaginer que Stéphane, il coach pas 100 personnes. Et là, par exemple, c'est du poulet. Là, je rêverais de manger du poulet, tu vois. Mais c'est du putain de cabillaud que je viens de taper. Ça, c'est le plus dur, je pense. C'est des ouf, les gars. Voilà, ça c'est un point qui m'embête un petit peu dans cette diète, c'est que c'est une diète extrêmement stricte. Bon, on n'a pas trop d'informations, mais Seth dit ouais, bah je préférais manger du poulet que du cabillaud. Alors moi j'adore le cabillaud, mais Seth il a pas l'air d'aimer ça du tout et il trouve ça vraiment hardcore. Donc ce qui est sûr, c'est que ça c'est quelque chose qu'il va pas faire toute sa vie. C'est pas une diète qui va tenir toute sa vie, c'est une diète qui met en place seulement pour cette période pour atteindre un physique qu'il veut, et malheureusement ça veut dire que c'est pas des habitudes auxquelles il va adhérer sur le long terme et qu'il va retourner vers ses anciennes habitudes de vie et potentiellement reprendre du poids. Voilà, du filet de cabillaud. Donc là il faut 250 grammes. Voilà.
Alors tu les vois comme ça, les trucs ils ont l'air énormes, tu les passes au micro-ondes, ça devient c'est une feuille le truc, donc je vais même en rajouter un autre comme ça. Ça va pas me faire chier, il dira rien, de toute façon, ça je vais pas prendre un tête de grave. Alors justement, il met un cabillaud en plus parce que bah, le volume de nourriture semble assez faible pour lui. Donc il triche quand même sur sa diète, entre guillemets. Pourquoi pas rajouter des végétaux pour avoir un petit peu plus de volume dans l'assiette et potentiellement pas qu'il ait faim. Et après il dit aussi ouais je rajoute du cabillaud, c'est pas ça qui va me faire prendre du gras. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est pas un aliment qui fait prendre du gras, c'est un surplus calorique. C'est-à-dire que vous avez un besoin en termes de calories, en termes d'énergie sur votre journée et vous avez ce que vous apportez à votre corps via votre apport calorique. Si cet apport calorique est supérieur à vos besoins, vous allez au bout d'un moment créer du tissu adipeux. Donc oui, même en mangeant que du cabillaud, il pourrait potentiellement prendre du gras. L'être humain il s'habitue à cet écart-là. C'est le sucre. Le sucre c'est la plus grosse drogue qui existe sur Terre. Non, le sucre c'est pas la plus grosse drogue qui existe sur Terre. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que généralement quand on parle de sucre, on parle de l'association de sucre et de lipides. Vous allez jamais être dépendant juste à du sucre de table comme ça et vous faire des petits shoots de sucre de table parce que vous en pouvez plus, etc. C'est pas la réalité. J'arrive à m'en priver, mais de l'instant où je reprends, le manque de glycogène, mon corps quand je lui envoie du sucre, l'information est tellement puissante que c'est dur de re-arrêter. Donc c'est facile de s'en priver, mais une fois qu'il regoute, le corps il en réclame et c'est là où tu dis encore un petit peu. Alors après, il parle de quelque chose qui est totalement humain en fait. Naturellement, on ne devrait pas avoir accès à des aliments de ce type aussi facilement. Le problème maintenant, c'est que vous rentrez dans un magasin et vous avez accès illimité aux calories. Et ça fait que bah, effectivement, il faut consciemment s'empêcher d'en manger trop parce que sinon, vous allez forcément être en surplus calorique. Du coup, vous n'allez pas arriver à vos objectifs. D'en prendre. Comme on mange riz, thon, asperges, je manque de beaucoup d'éléments nutritionnels que je loupe en ne mangeant pas de fruits, tout ça. C'est là où les compléments alimentaires interviennent. Wow. Gros travail aussi nutritionnel que... Alors là, je suis absolument en désaccord avec lui. Il nous explique qu'il ne mange pas de fruits et de légumes et du coup qu'il peut avoir ce qui lui manque via les compléments alimentaires. Ce n'est pas une approche saine. Il faut composer son alimentation de végétaux, des fruits et légumes qui vous permet d'avoir des vitamines et des minéraux et pas seulement se reposer sur les compléments alimentaires pour avoir tout ça. Surtout qu'en fonction des compléments alimentaires que vous choisissez, la qualité sera pas ouf, le dosage sera pas forcément bon non plus. Si vous utilisez des multivitamines, souvent les rapports entre les micronutriments et les vitamines sont pas top. Donc ça dépend vraiment et c'est pas quelque chose que je recommanderais de se dire ah bah je mange pas de fruits et légumes mais par contre j'ai des compléments alimentaires donc je vais forcément être en bonne santé. Le gros travail aussi que j'ai fait en venant ici, c'est me couper des réseaux. J'ai essayé, ça a été le plus dur. Parce que j'ai tout le temps envie d'être présent, j'ai peur qu'on m'oublie. Alors là, il nous parle du FOMO, Fear of Missing Out, le fait que quand vous coupez des réseaux sociaux, vous avez l'impression que vous avez raté quelque chose, que les gens vous oublient, etc. C'est une réalité. On va dire que les 2 dernières semaines, avec Seth, on s'est un petit peu clashé. Entre guillemets, il traînait les pieds. Il fallait que je pique son ego, c'est-à-dire lui dire bah, écoute, t'es pas capable. Alors déjà, troisième semaine, Seth, il est en PLS. Je sais pas ce que Stéphane lui a fait faire. L'exercice sur lequel j'étais en train de me plaindre, je pinaillais. En fait, j'avais une fois de plus envie de dire ah celui-là, j'y arrive pas. Il me dit non, c'est pas celui-là, on n'arrive pas et on change. Celui-là, tu dois le réussir. Et en fait, Seth a réveillé sa fierté en disant bah, je vais te montrer que si. Le seul gars qui peut se vanter de me mettre des coups de pression, je ferme ma gueule. Je suis là pour ça. Nos conforts, continue. T'as beau être un mec droit, ils t'attendent au tournant. Mieux vaut être cagoulé. On peut asseoir 4 gueules sur un tabouret. Je ferai le retournant. On se relève Allez, on voit. comme un glaive contendant. La belle au bois. Ça, c'est le GPS pour la vie franche à la salle de Stéphane. Je suis assez étonné parce que Stéphane lui parlait du fait qu'il y avait des dissymétries et c'est quelque chose qu'il allait prendre en compte dans son programme. Jusqu'à présent, j'ai vu que des exercices en bilatéral. Il faut savoir que si vous avez des déséquilibres musculaires, il vaut toujours mieux travailler en unilatéral. Par exemple après une blessure ou quelque chose comme ça, et de limiter votre progression au côté le plus faible. Ça vous permet d'être sûr d'avoir un meilleur équilibre. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas symétrique, mais au moins ça permet de ne pas avoir un développement musculaire beaucoup plus important d'un côté ou de l'autre. Là, il n'y a que du bilatéral sur ce qu'on voit. Encore une fois, je ne connais pas l'intégralité du programme parce qu'il ne nous le donne pas, mais je ne vois pas de travail en unilatéral. C'est ça mon truc de base de kiffeur de rap en fait. J'espère que tous les gars que j'écoute qui sont forts, ils vont m'écouter, ils vont vouloir rapper avec moi. Et ben là, je te jure que grâce à ce que j'ai fait, la transformation, et ben il y a plein de gens qui s'intéressent à moi. Et tous les mecs que je voyais, que j'étais admiratif de leur transfo, de leur taf, de coaching, tous ils m'envoient des messages de soutien. Merci à tous si vous voyez le reportage, vous êtes des bons, ça. On peut voir que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de reconnaissance. Il le dit lui-même, hein, que ce soit dans le rap ou dans sa préparation physique, il aime bien avoir la reconnaissance des autres. C'est quand même intéressant de se poser la question et de savoir d'où ça vient, pourquoi on a ce besoin de reconnaissance, quelles que soient les choses qu'on fait. Parce qu'en plus, dans le body, ça peut être très difficile parce que les gens sont très critiques. Si on base son bien-être seulement sur
la reconnaissance des gens et ce que les gens vont dire par rapport à ce qu'on a réussi à accomplir, à notre physique, etc. Ça peut être problématique parce que par exemple s'il se blesse, potentiellement sa shape va disparaître et il faudrait pas que ça l'affecte vraiment négativement et se dire que ah bah je vaux plus rien parce que j'ai plus le physique et du coup j'ai plus la reconnaissance de ces gens-là. Pour y consacrer tout son temps, il faut même que ta femme elle soit dans le truc, je trouve. Parce que c'est dur moi de partager ma vie avec une femme qui est pas trop dans le délire du sport. Et de dire tout le temps je vais à la salle, parce que ta vie elle gravite tout autour de ça. Alors là il parle d'un problème qui est assez intéressant, c'est vrai que quand vous faites quelque chose comme ça où vous donnez à 100% et ça prend tout votre temps, le bodybuilding c'est 24 heures sur 24, l'alimentation etc. Si vous êtes dans un ménage ou avec quelqu'un qui comprend pas ou qui suit pas, ça peut être difficile. Ma première compétition, ma copine n'était vraiment pas du tout bodybuilding et c'est vrai que c'était pas forcément évident à l'époque de mettre des choses en place et de lui faire comprendre que bah ouais le week-end fallait que j'aille m'entraîner et que j'avais pas forcément le temps pour faire d'autres trucs parce que j'étais vraiment focus là-dessus quoi. Tu vois, quand moi je me prive de manger, là, comme tu me disais, j'ai mangé des asperges pendant un mois, et le soir où tu me passes de l'asperge à l'haricot vert, mais il était sucré l'haricot vert carrément, c'était un kiff, tu vois. Donc, on prend le goût à tous les aliments. Là, je te cache pas que dès qu'on termine ce qu'on a à faire, ah bah là t'ouvres les vannes. Barlou burger à fond. Non, mais ouais. Ouais, bon, il y a des trucs intéressants dans cette conversation. Après, c'est vrai que là, il dit après la prépa, on ouvre les vannes, on va en burger, etc. Pour moi, c'est vraiment pas l'approche parce que déjà, c'est pas sain parce que souvent, ça s'accompagne d'une prise de poids et d'une prise de gras assez importante, d'une prise de gras souvent supérieure avec l'effet yo-yo, entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez un métabolisme qui marche un petit peu moins fort et du coup avec un gros apport calorique vous allez potentiellement produire beaucoup plus de cellules graisseuses etc et vous retrouver à une condition physique qui était encore pire qu'avant. C'est pour ça qu'il faut prendre son temps etc et pas avoir cette idée d'une date de fin et qu'à la date de fin après le photoshoot bah j'ouvre les vannes comme Seth dit et je vais bouffer tout et n'importe quoi à outrance parce que malheureusement c'est pas une approche saine à mon avis et je sais que c'est quelque chose qui est très courant en bodybuilding etc mais c'est vraiment quelque chose contre lequel j'essaye de me battre parce que moi ça va pas dans mon idée du bodybuilding et de l'esthétisme etc j'ai pas envie d'être esthétique seulement un jour et après ressembler à un gros lard quoi. Ok, c'est pour la couverture de son album. Plus de Mike a raison car l'argent est devenu religion. Donc forcément c'est un truc intemporel, t'as envie d'être le meilleur de ta shape. Si je pouvais lui donner un conseil, c'est qu'il fasse bien attention de ne pas passer de ce côté où ça devient obsessionnel. Parce que ça va devenir du coup son corps qui devient son ami, va devenir son ennemi. C'est-à-dire qu'il va faire une fixation comme ces gens anorexiques. Nous on a ce qu'on appelle la bigorexie, où tu es en quête de toujours plus, jamais content, et du coup ça va devenir complètement maladif. Là c'est intéressant ce qu'il dit Stéphane, encore une fois, c'est quelqu'un d'assez sensé il semblerait. Comme je vous disais tout à l'heure par rapport à la blessure, si tu reposes ce que tu es sur ton physique, à partir du moment où ton physique il suit plus, ça peut être dramatique. Voilà, super, il bras là-bas. Gros physique hein, y a pas à dire. Les photos elles vont bien sortir. Le rebond c'est... J'espère que les gens apprécieront le changement. Ça reste du Seth Gecko. Je tire pas une croix sur la personne que j'étais avant, mais en tout cas j'ai essayé de l'améliorer et je te dis à l'intérieur comme à l'extérieur. Mon corps n'est que le reflet de l'intérieur. C'est bien parce que je pense que c'est quelqu'un qui a une vie un peu tumultueuse et le fait qu'à 40 ans il commence à prendre soin de lui et de son corps etc c'est important parce que c'est maintenant ou jamais j'ai envie de dire parce que si même à 40 ans tu continues à avoir une vie de débauche etc ça peut être un peu compliqué. Bon les photos sont lourdes. Bon voilà, j'espère que vous avez trouvé cette analyse intéressante. Grosse production, franchement c'est une belle vidéo. C'était assez intéressant de voir un petit peu ce qu'ils avaient mis en place. On n'avait pas beaucoup d'informations malheureusement sur l'entraînement en soi. On avait quelques informations sur la diète qui était à mon sens assez rigide. Bon, complètement contrôlée par le coach parce qu'il voulait être certain d'avoir les résultats qu'il voulait. Pour moi, c'était une diète qui manquait un petit peu de nutriments et qui aurait pu être mise en place un petit peu plus avec les goûts de Seth sans pour autant être problématique au niveau des objectifs et des résultats. Ça correspond pas mal à une approche un peu old school du bodybuilding avec cette idée de se mettre dans un appartement isolé de tout et de se concentrer uniquement sur sa prépa. Après, pourquoi les gens ils font ça? Parce que ça fait le taf, vous voyez les résultats sont là. Après, est-ce que c'est forcément obligatoire pour atteindre ce physique? Non, il y a beaucoup de gens qui arrivent à avoir une vie sociale, qui arrivent à avoir beaucoup plus de flexibilité sur leur alimentation. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des bonnes habitudes au niveau de la diète, au niveau de l'entraînement, au niveau de ses habitudes de vie, c'est des choses qu'on peut mettre en place progressivement et c'est ça qui va vous permettre sur le long terme d'atteindre vos objectifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je ferai une prochaine vidéo et moi je vous retrouve dans la prochaine. Ciao.